Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons les 5 pires décès lors d'un safari en Afrique. D'un photographe indépendant qui s'est approché trop près, du roi des animaux à une chercheuse dont l'hypothèse fatale lui a tout coûté. Commençons par la première histoire où les vacances de rêve d'une femme sont devenues son dernier voyage. C'était le 12 septembre 2015 et la rivière Mara traversait le cœur du Masai Mara au Kenya comme un serpent marron. Ses eaux boueuses transportant les histoires d'innombrables migrations et rencontres avec des prédateurs. La rive résonnait de l'activité d'un groupe de safari économique, leur guide pointant les hippopotames à se prélassant sur la rive opposée tandis que les touristes prenaient des photos à ce qu'ils pensaient être une distance sûre. Le soleil de l'après-midi frappait sans pitié sur la savane africaine, créant des vagues de chaleur scintillantes qui déformaient le paysage et rendaient les eaux fraîches du fleuve tentantes. Amanda Foster rêvait de ce moment depuis 3 ans, travaillant en double équipe comme infirmière vétérinaire à Toronto pour économiser suffisamment d'argent pour son premier safari en Afrique. À 34 ans, elle avait enfin réuni les fonds pour ce qu'elle appelait son aventure d'une vie. Bien que des contraintes budgétaires l'aient forcé à choisir un voyagiste promettant des expériences en pleine nature à des prix imbattables. Les protocoles de sécurité de l'entreprise étaient minimaux et leur guide gérait souvent des groupes 2 fois plus grands que la taille recommandée. L'expérience en plein air d'Amanda dans la nature canadienne lui avait donné confiance parmi la faune, mais rien ne l'avait préparée à la puissance brute et à l'imprévisibilité des prédateurs africains. Elle avait été le membre le plus aventureux de son groupe de touristes, s'éloignant souvent des zones de vision désignées pour obtenir des prises de vue plus proches des animaux malgré les avertissements répétés de leur guide surmené. Cet après-midi-là, le groupe s'était arrêté à un point de passage de la rivière prisée où les touristes pouvaient observer des hippopotames et potentiellement apercevoir des crocodiles depuis la sécurité de la berge surélevée. Amanda avait été frustrée par la distance des animaux et les foules d'autres touristes qui bloquaient sa vue. Le guide s'était déplacé à environ 10 pieds en amont pour aider les touristes plus âgés à traverser des rochers inégaux, perdant temporairement une ligne de vue claire vers le reste du groupe. Les crocodiles du Nil sont parmi les prédateurs les plus dangereux d'Afrique, parfaitement adaptés à la chasse et à l'embuscade dans les environnements fluviaux. Ces reptiles massifs peuvent atteindre des longueurs de 20 pieds et des poids dépassant 1500 livres, avec des forces de morsure capables d'écraser des os et de retenir leur proie sous l'eau jusqu'à la noyade. Les crocodiles du Nil sont des maîtres du camouflage, capables de rester immobiles pendant des heures tout en apparaissant comme des troncs flottants ou des débris. Leur vitesse d'attaque et leur puissante roulade mortelle les rendent responsables de plus de décès humains en Afrique que tout autre grand prédateur. Amanda a quitté la zone d'observation désignée et s'est dirigée vers les eaux peu profondes, essayant de se rapprocher des hippopotames pour les photos. L'eau trouble rendait impossible de voir à plus de quelques centimètres sous la surface. Et d'autres touristes ont déclaré plus tard qu'elle semblait concentrée sur l'obtention d'une photo plus claire alors qu'elle se rapprochait de la rive. Elle avançait lentement et prudemment, testant chaque pas, alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le fleuve. La berge boueuse montrait des perturbations que les gardes forestiers ont ensuite identifiées comme des signes de mouvement récent de crocodiles. D'après les marques de traînée et la végétation tassée le long des bas-fonds, les enquêteurs ont conclu qu'un grand crocodile avait été placé parmi les débris où les troncs d'arbres tombés et l'eau boueuse rendent souvent les animaux difficiles à détecter. La zone se trouvait également sur le territoire des hippopotames, ce qui rendait l'entrée dans l'eau doublement dangereuse pour les humains. Alors qu'Amanda entrait dans l'eau jusqu'aux genoux près de la section perturbée de la berge, un soudain mouvement jaillit des bas-fonds. Les témoins ont vu le crocodile émerger et mordre sa jambe, la force de l'attaque la déséquilibrant et l'envoyant en arrière dans l'eau plus profonde. Les membres du groupe ont rapporté une éclaboussure soudaine et un bref mouvement de torsion à la surface, cohérent avec le début d'un roulé mortel de crocodile. Le corps d'Amanda a été tiré sous l'eau alors que le reptile maintenait sa prise. Seul un bref émergement a été observé. Le reste de la lutte était resté caché dans l'eau trouble. L'attaque a continué avec des immersions répétées alors que les luttes d'Amanda s'affaiblissaient. Les cris d'Amanda avaient alerté le groupe de touristes et son guide s'est précipité vers le bord de l'eau en criant des avertissements aux autres touristes. Il a attrapé une longue branche et a tenté d'atteindre Amanda, mais le crocodile l'avait déjà entraîné dans des eaux plus profondes où le courant était plus fort. La rivière boueuse rendait impossible de voir ce qui se passait sous la surface. D'autres touristes ont crié et pointé du doigt, alors que le reptile massif faisait surface brièvement avec Amanda encore dans ses mâchoires. Le crocodile a ensuite disparu sous l'eau trouble, traînant sa proie vers les bassins plus profonds. Toute l'attaque avait duré moins de 2 minutes du début à la fin. Les gardes de la KWS ont réagi depuis le point de patrouille le plus proche et ont atteint la zone en à peine 1 heure, ce qui était typique pour ce tronçon de rivière.
Le fort courant et le mode de déplacement du crocodile ont rendu une récupération immédiate improbable. Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard lorsqu'une patrouille en aval l'a découvert coincé contre un amas de branches tombées, présentant les blessures caractéristiques d'une attaque de crocodile. Le rapport d'incident a cité des lacunes de supervision au sein du groupe de touristes, y compris le non-respect de la distance au bord de la rivière. L'opérateur touristique devait ajuster la gestion du groupe et renforcer les procédures de sécurité avant de reprendre les activités le long de cette section de la rivière. Pourtant, les touristes n'étaient pas les seules personnes à sous-estimer le pouvoir mortel de la faune africaine. En Afrique du Sud, la quête d'un photographe pour le cliché parfait l'a mené face à face avec le prédateur de pointe du continent. C'était le 8 juin 2017 et la lumière dorée de l'après-midi traversait les acacias d'une réserve privée dans la région du Grand Kruger, créant les conditions idéales pour la photographie de la faune. La nature sauvage sud-africaine s'étendait à perte de vue dans toutes les directions, ses rythmes anciens intacts face au monde moderne au-delà de ses frontières. Marcus van der Berg était arrivé en Afrique du Sud 3 semaines plus tôt, équipé d'un matériel photographique professionnel et de rêve de capturer des images qui le distingueraient des milliers d'autres photographes animaliers inondant le marché. À 29 ans, le photographe indépendant d'Amsterdam était confronté à une pression financière croissante, avec ses économies épuisées et sa petite amie menaçant de partir s'il ne trouvait pas bientôt un revenu stable. Son expérience de la photographie de la faune dans les forêts européennes lui avait donné de la confiance, mais rien ne l'avait préparé à la puissance brute et à l'imprévisibilité des prédateurs africains. Marcus prenait des prises de vue de plus en plus risquées, quittant son véhicule de location pour obtenir des perspectives au niveau du sol qu'il croyait rendre ses images plus commercialisables pour les magazines et les agences de photos de stock. Cet après-midi-là, Marcus avait repéré un magnifique lion mâle reposant sous un grand marula, sa crinière dorée attrapant la lumière tardive d'une manière qui promettait des photographies spectaculaires. Le lion semblait détendu et endormi dans la chaleur de l'après-midi, agitant parfois sa queue pour chasser les mouches, mais restait autrement immobile. Marcus a vu une opportunité pour des gros plans dramatiques qui pourraient en faire sa carrière. Les lions africains sont des prédateurs de sommet sans ennemis naturels, sauf les humains, possédant la force et la vitesse pour abattre des proies bien plus grandes qu'eux. Les lions mâles peuvent peser jusqu'à 420 livres et sont capables de pointes de vitesse atteignant 50 miles par heure. Leurs mâchoires puissantes délivrent des forces de morsure dépassant 650 livres par pouce carré. Mais les lions tuent généralement en saisissant la gorge et en étouffant leur proie plutôt qu'en écrasant les os. Leurs griffes aident à ancrer et à immobiliser les animaux pendant la lutte. Les lions peuvent devenir agressifs lorsque les humains s'approchent de trop près ou se comportent de manière imprévisible dans leur voisinage immédiat. Marcus a garé son véhicule à environ 100 mètres de l'arbre et a commencé à photographier le lion avec son téléobjectif. Les images étaient bonnes, mais il savait qu'elles manquaient de l'impact dramatique qui les ferait ressortir sur un marché saturé. Après plusieurs minutes à prendre des photos depuis l'intérieur de son véhicule, Marcus a choisi de sortir pour tenter des prises de vue en contre-plongée. Il a ouvert sa portière calmement et a commencé à s'approcher du lion à pied, son appareil photo prêt à saisir des clichés au niveau du sol qu'il croyait transformer son portfolio. Marcus avançait lentement et avec précaution, s'arrêtant souvent pour prendre des photos en se rapprochant du prédateur massif. Le comportement du lion mâle a commencé à changer lorsque Marcus s'est approché, avec ses photos récupérées montrant plus tard les oreilles de l'animal devenant plus alertes et sa posture passant d'inactive à attentive. Le bruit du déclencheur de l'appareil photo et le mouvement régulier de Marcus avaient clairement attiré l'attention du lion. Lorsque Marcus a atteint une distance d'environ 100 pieds, il s'est accroupi pour obtenir une prise de vue en contre-plongée. Son changement de posture dans les dernières images a coïncidé avec le lion se levant et fixant son attention directement sur lui. Le lion a chargé avec une vitesse incroyable, couvrant la distance en quelques secondes. La position de l'appareil photo tombé de Marcus et des empreintes suggérait qu'il s'était tourné pour s'éloigner lorsque la charge a commencé, mais le lion a comblé l'écart presque immédiatement. Des traces et un sol perturbé indiquaient que le lion avait attaqué du côté avant-gauche, renversant Marcus au sol avec ses pattes avant de lui infliger de graves blessures au cou et à la tête. L'examen médico-légal a ensuite déterminé que le traumatisme crânien et cervical avait causé une mort rapide. Le véhicule de location de Marcus était vide à courte distance, sa porte toujours ouverte et le moteur en marche. Le lion s'est éloigné du corps,
qui est resté sur le site jusqu'à ce que le personnel de la réserve localise les lieux après qu'il n'ait pas réussi à retourner au lodge à l'heure prévue. Les enquêteurs ont trouvé l'équipement de caméra de Marcus éparpillé sur le sol, avec ses dernières photographies documentant la tension croissante du lion alors qu'il s'approchait. Les images ont fourni un enregistrement clair de la séquence des événements et ont renforcé les directives existantes sur le maintien de distance de sécurité avec les grands prédateurs. La réserve a intégré les conclusions dans ses consignes de sécurité pour les visiteurs en voiture, soulignant la nécessité de rester dans les véhicules en présence de lions. Cependant, les photographes n'étaient pas les seules personnes à se retrouver face à face avec la faune africaine mortelle. Au Botswana, un malentendu de la part d'un couple en lune de miel sur le comportement des animaux a conduit à une rencontre tragique avec l'un des géants les plus imprévisibles d'Afrique. Nous étions le 22 mars 2014 et la lumière du matin éclairait une concession privée du delta de l'Okavango, où un groupe en safari à pied se rassemblait près du lodge, recevant des consignes de sécurité avant de suivre les sentiers de jeu utilisés par les éléphants. Lisa Martinez avait planifié cette lune de miel pendant plus d'1 an, choisissant le Botswana après des mois de recherche et d'économie grâce à son travail dans le marketing à Singapour. À 26 ans, elle avait grandi dans un environnement urbain dense, avec peu de contact avec les grands animaux, bien qu'elle ait toujours été fascinée par la photographie animalière. Son excitation la rendait souvent inattentive à son environnement, surtout lorsque quelque chose attirait visuellement son intérêt. Son nouveau mari, David, avait remarqué cette habitude lors de voyages précédents, mais pensait que le cadre de groupe et le guide professionnel les protégeraient. Leur forfait comprenait des excursions à pied, des sorties en bateau à travers les canaux du delta et des nuits dans des suites en toile surélevées surplombant les plaines inondables. Lisa avait été très impatiente de faire des safaris à pied, croyant que l'expérience serait plus authentique que de voir des animaux depuis un véhicule. Alors que le groupe avançait le long d'un sentier de jeu bien utilisé, le guide a montré des traces fraîches d'éléphants incrustés dans la terre molle. Lisa a photographié les énormes empreintes, s'arrêtant souvent pour capturer les détails des arbres écorcés et des tas de fumier qui marquaient le mouvement récent des éléphants. Le guide a gardé le groupe en formation serrée, expliquant les signes du comportement des éléphants et répétant les instructions pour rester conscient de l'environnement, surtout dans les zones avec une épaisse forêt de mopanes. Les éléphants d'Afrique sont les plus grands mammifères terrestres du monde, avec des mâles adultes pesant jusqu'à 13 000 livres et mesurant plus de 3 mètres de haut à l'épaule. Les mâles en mustes, une période annuelle de testostérone élevée, montrent une agressivité accrue, des sécrétions de la glande temporale coulant le long des côtés du visage et un écoulement continu d'urine. Les guides dans le delta sont formés pour lire ces signaux et ajuster les itinéraires en conséquence, car les éléphants mâles en Muse TH peuvent de charger lorsqu'ils sont approchés de trop près. Lors d'une courte pause, le groupe s'est arrêté près d'une clairière dans la plaine inondable. Lisa a remarqué un groupe de petites fleurs jaunes poussant près d'un bosquet et est sortie du sentier principal pour les photographier. Elle s'agenouilla pour ajuster l'angle de sa caméra, absorbée par le gros plan. Tandis qu'elle se concentrait sur ses réglages d'objectifs, elle ne remarqua pas le guide faisant signe au groupe d'avancer autour d'un léger virage bordé de buissons. Quand Lisa se releva enfin et leva les yeux, elle réalisa qu'elle était seule, à environ 65 pieds, d'un grand éléphant mâle sortant de la végétation. Le taureau montrait des signes évidents de muste, des traînées sombres coulaient autour de ses glandes temporales et il urinait constamment sur le sol. Ses oreilles étaient largement écartées et il balançait sa tête lentement en faisant des mouvements délibérés tout en émettant une vibration profonde et grondante. Lisa, n'ayant jamais rencontré d'éléphant sauvage auparavant, interpréta mal la posture. Son appareil photo a capturé plusieurs images montrant les oreilles du taureau en avant et la trompe levée dans un geste d'avertissement. Mais elle a interprété le comportement comme de la curiosité plutôt que de l'agressivité. Elle s'est déplacée de quelques pieds vers sa gauche, essayant d'améliorer son angle pour la photo sans se rendre compte qu'elle réduisait la distance. Le taureau est resté sur place au début, continuant ses démonstrations d'avertissement. Les photographies récupérées plus tard montraient que les oreilles de l'éléphant s'étaient raidies vers l'extérieur et que sa trompe était recourbée vers sa poitrine. Des signaux que les guides expérimentés reconnaissent comme une tension croissante. Lisa est restée concentrée sur le viseur de son appareil photo, sans remarquer le changement. Lorsqu'elle s'est déplacée dans la zone de distance critique du mâle, l'éléphant a chargé. Les descriptions des témoins fournies par David et le guide, qui avait rebroussé chemin après avoir remarqué son absence, décrivaient le bruit des branches qui se cassaient et un mouvement soudain venant des buissons. Lisa n'a réagi que lorsqu'elle a entendu la ruée de la charge, levant la tête alors que le taureau comblait les 20 mètres en quelques secondes. Les traces et impressions dans le sol ont montré plus tard que le taureau l'a frappé d'un coup latéral de sa défense, la renversant au sol et causant des blessures profondes. L'impact a délogé son appareil photo qui a atterri à plusieurs mètres de là.
L'éléphant a ensuite effectué plusieurs pas de piétinement, chacun correspondant à la gravité du traumatisme identifié lors de l'examen post-incident. Le guide a crié et a tenté de distraire le taureau à distance, tandis que David, qui était revenu en courant après avoir entendu la perturbation, est arrivé quelques instants après le coup initial. Le taureau s'est retiré seulement après quelques secondes, se dirigeant vers les broussailles et disparaissant de la vue. Lisa est restée immobile sur le sol, ses blessures étant incompatibles avec la survie. Le personnel de la réserve a déclenché une réponse d'urgence immédiatement après que le guide a appelé à l'aide par radio. Un hélicoptère médical est arrivé dans la clairière en moins d'1 heure, bien que l'évaluation sur place ait confirmé que Lisa était décédée des suites de blessures importantes. Sa carte mémoire d'appareil photo, récupérée à côté du sentier, documentait la séquence des avertissements croissants de l'éléphant. La concession a réexaminé l'incident en interne et mis à jour les procédures de safari à pied, renforçant les règles de distance plus strictes et les protocoles de binôme obligatoires. Les guides ont ajouté de nouveaux rappels pour que les invités restent visibles à tout moment, en insistant sur les dangers d'une mauvaise interprétation du comportement des éléphants lors de rencontres à courte distance. Cependant, les jeunes mariés n'étaient pas les seuls touristes à se retrouver face à face avec la faune africaine dangereuse. Au Zimbabwe, le manque de connaissance d'une voyageuse en solo sur les animaux locaux lui serait fatal lorsqu'elle rencontrerait l'une des créatures les plus dangereuses d'Afrique. C'était le 17 août 2016 et la lumière tamisée de l'aube s'installait sur un campement économique utilisé par les voyageurs en safari à la périphérie de la région de Hwange, dans l'ouest du Zimbabwe. Le camp proposait un hébergement bon marché pour les voyageurs souhaitant une connexion étroite avec la brousse africaine, avec des tentes en toile disposées en demi-cercle lâche autour d'un petit bloc de salle de bain partagée et d'un abri de cuisine simple. La clôture autour du terrain décourageait les petits animaux d'entrée, mais offrait peu de réelle protection contre la grande faune traversant les corridors de migration établis. Jennifer Walsh était arrivée une semaine plus tôt, cherchant à repartir après un divorce difficile. À 38 ans, elle avait passé plus de 10 ans à enseigner à Melbourne, sa vie étant axée sur la prévisibilité et la routine. Le voyage en Afrique était censé interrompre ce schéma. Son blog de voyage reflétait ce changement, chaque entrée décrivant ses tentatives pour dépasser ses zones de confort habituelles, alors qu'elle prenait de plus en plus confiance en naviguant dans le camp toute seule. Son expérience en plein air dans le bush australien lui avait donné un sentiment de compétence, mais elle manquait de compréhension pratique du comportement de la faune africaine. Elle mentionnait souvent dans son blog que certaines des règles de sécurité du camp semblaient excessives, notamment le conseil de demander une escorte avant de se rendre aux installations pendant les heures de faible luminosité. Les matins précédents s'étaient déroulés sans incident, renforçant sa conviction que le chemin court vers les toilettes était suffisamment sûr pour le gérer seul. Les buffles africains sont responsables de nombreux incidents graves sur le continent. Les taureaux solitaires, notamment les individus plus âgés séparés des troupeaux, sont connus pour être imprévisibles et défensifs lorsqu'ils sont surpris de près. Pesant plus de 1700 livres et construits avec des muscles denses, ils peuvent accélérer rapidement sur de courtes distances en utilisant leurs coups puissants et leurs cornes courbées pour frapper avec une force immense. Leur réaction à pied diffèrent considérablement de celles d'animaux de pâturage plus familiers. Les guides expérimentés soulignent qu'il faut toujours laisser un espace considérable aux taureaux solitaires. Juste avant l'aube, Jennifer a ouvert la fermeture éclair de sa tente et est sortie dans l'air frais du matin. Le service d'escorte du camp fonctionnait pendant ces heures, mais atteindre le bloc sanitaire prenait généralement moins d'1 minute et elle s'était habituée à faire le trajet seule. La zone était calme, avec seulement le bruissement des feuilles et le lointain tout d'un lion bien au-delà du périmètre. En marchant le long du chemin sombre, elle s'approcha sans le savoir d'un buffle solitaire qui était entré dans le camp pendant la nuit. La source d'eau saisonnière, près de la propriété, attirait souvent la faune à proximité, et le peu de clôture permettait aux grands animaux de passer avec peu de résistance. Le taureau se tenait partiellement caché près du chemin, immobile dans la faible lumière. Jennifer a remarqué la forme sombre seulement après s'être engagée sur le chemin. Elle a ralenti, essayant de reculer tout en gardant l'animal en vue. Le taureau a répondu en baissant légèrement la tête, son attention fixée sur son mouvement. Il n'y avait pas d'avertissement bruyant ou de signaux dramatiques, juste le changement de posture subtil que les guides expérimentés reconnaissent comme une vigilance accrue. Elle se tourna vers le bâtiment le plus proche pour tenter d'augmenter la distance, mais ce mouvement déclencha un changement rapide dans le comportement du taureau. Il a bondi en avant avec une poussée de vitesse couvrant le terrain en quelques secondes. Les impressions sur le sol et les marques de traînées documentées plus tard ont montré que le taureau avait chargé à courte distance, ne laissant presque aucun temps à Jennifer pour réagir.
Hélas a été frappée par derrière, après s'être retournée pour s'éloigner, l'impact l'a projetée en avant sur le sol dur. Les cornes du taureau ont causé de profondes blessures et le piétinement a suivi immédiatement. Les coups répétés ont laissé des traumatismes importants compatibles avec des impacts de forte intensité, comme confirmé plus tard par l'évaluation médicale. Jennifer a tenté de ramper vers le bâtiment selon la position de son corps et le sol perturbé, mais l'agression du buffle a continué pendant plusieurs secondes avant qu'il ne s'éloigne et disparaisse dans les buissons au-delà du périmètre. Plusieurs invités à proximité se sont réveillés au son de l'agitation, des impacts violents, des claquements de branches et des cris brefs et sont restés à l'intérieur de leur tente, incertains de la source. Le personnel du camp, alerté par le bruit, est arrivé en quelques instants avec un véhicule et des projecteurs qui ont été efficaces pour éloigner l'animal de la zone immédiate. Lorsque la scène est devenue sûre à approcher, le personnel a évalué l'état de Jennifer et a radioé pour une assistance médicale d'urgence. Un hélicoptère médical a été dépêché depuis un réseau de lodges à proximité, atteignant le site en moins d'1 heure. L'équipe de secours a confirmé que Jennifer était décédée avant leur arrivée. Les blessures étaient trop étendues pour qu'une intervention réussisse. Ces affaires éparpillées le long du chemin ont été collectées dans le cadre de la documentation de l'incident. Une enquête interne par la direction du camp a révélé que le taureau était probablement entré dans le campement durant la nuit en se déplaçant entre les sources d'eau. Le rapport a également noté des lacunes dans le respect par les invités des protocoles d'escorte et a recommandé de renforcer les directives de déplacement obligatoires pendant les heures de faible luminosité. Le camp a ajouté des lumières déclenchées par le mouvement près des installations et a augmenté les patrouilles à l'aube et au crépuscule. L'incident a rappelé les risques liés à la traversée de camps de brousse non clôturés ou peu clôturés. Le personnel a souligné l'importance des escortes pour tous les invités, quelle que soit leur expérience ou leur confiance, et a mis à jour leur briefing pour inclure des explications plus claires du comportement des buffles et des dangers posés par les taureaux solitaires à proximité. Pourtant, les voyageurs solitaires n'étaient pas les seules personnes à se retrouver dans des rencontres mortelles avec la faune africaine. En Tanzanie, la trop grande confiance d'un chercheur a conduit à une erreur fatale avec l'un de nos plus proches parents évolutifs. C'était le 4 novembre 2013 et les pentes boisées et abruptes de la région de Mahale, dans l'ouest de la Tanzanie, étaient lourdes de l'humidité matinale. Un petit poste de recherche éloigné surplombait le bord du lac Tanganyika. Son isolement obligeant la poignée de chercheurs y vivant à opérer avec un soutien minimal. Les sentiers menant dans la forêt étaient étroits et inégaux, s'ouvrant occasionnellement sur des clairières où la communauté de chimpanzés, partiellement habituée au projet, était connue pour se nourrir et se reposer. Doctor Rachel Morrison était basée au poste avancé depuis 8 mois, documentant le comportement social d'une troupe de chimpanzés encore dans les dernières étapes de l'habituation. À 31 ans, elle avait déjà publié plusieurs articles sur la dynamique sociale des primates, et ses superviseurs la considéraient comme prometteuse. Les pénuries de personnel au poste avancé signifiaient cependant que les chercheurs travaillaient souvent seuls, plus souvent que ce que recommandaient les directives officielles. Les longues heures de Rachel sur le terrain et sa familiarité croissante avec les chimpanzés individuels l'avaient progressivement amenée à prendre des positions plus proches lors des sessions d'observation. Ces récentes notes de terrain ont enregistré une tension croissante au sein de la troupe. Plusieurs jeunes mâles avaient commencé à défier le mâle alpha établi de longue date, ce qui a conduit à plus de démonstrations, de vocalisations et de bagarres. Ces périodes d'instabilité étaient bien connues des chercheurs comme des fenêtres à haut risque, où les chimpanzés mâles pouvaient réagir de manière imprévisible aux changements dans leur environnement, y compris la présence d'humains. Les chimpanzés possèdent une force physique impressionnante dans le haut du corps par rapport à leur taille et peuvent facilement maîtriser une personne à courte distance. Leurs attaques impliquent souvent des morsures répétées et rapides sur les zones exposées, en particulier le visage, les mains et les membres. Bien qu'ils soient très intelligents, ils sont également profondément influencés par la hiérarchie sociale et les moments de tension peuvent accentuer un comportement agressif envers tout ce qu'ils perçoivent comme intrusif ou malvenu. Ce matin-là, Rachel est partie seule pour observer la troupe pendant qu'elle se nourrissait, empruntant un sentier étroit menant à l'un de leurs sites de recherche de nourriture connus. Elle s'est positionnée plus près que ce que recommandaient ses entrées précédentes afin d'enregistrer des données plus détaillées sur les réponses du mâle alpha aux défis des subordonnés. Ces notes manuscrites des jours précédents montraient un schéma de distance d'observation diminuant progressivement, une indication précoce qu'elle prenait des risques qu'elle n'aurait peut-être pas pris avec un effectif complet. Le mâle dominant se nourrissait quand elle est arrivée, mais son comportement montrait des signes évidents d'agitation, poils hérissés le long des bras et du dos, mouvements brusques de la tête et vocalisations courtes et aiguës vers les mâles à proximité. Ces comportements avaient été enregistrés par des chercheurs auparavant comme indicateurs de stress accru. Rachel les a notés mais est restée en position, se concentrant sur la documentation de ces interactions.
Alors qu'elle se déplaçait pour mieux voir, le mouvement coïncida avec une explosion d'agressivité dans la troupe. Un mâle subordonné s'approcha de trop près, provoquant une démonstration soudaine de l'alpha, hérissant, piétinant et chargeant rapidement vers la perturbation la plus proche. Dans la tension accrue, la proximité de Rachel la plaça à portée de son agressivité redirigée. L'alpha a rapidement réduit la distance et a sauté, déséquilibrant Rachel. Les empreintes de sol et les feuilles éraflées documentées plus tard sur le site ont montré l'emplacement où elle est tombée. Le chimpanzé a infligé plusieurs morsures à son visage, ses bras et le haut de son corps, conformément aux blessures déchirantes à haute force documentées dans d'autres attaques de primates. Les branches et la végétation dérangée indiquaient qu'elle avait tenté de se protéger. Mais la force et la vitesse du chimpanzé rendaient toute résistance impossible. Ses cris résonnaient à travers la forêt et furent entendus par 2 assistants de recherche travaillant à plusieurs centaines de pieds. Ils ont suivi le son et se sont approchés prudemment, utilisant des cris forts et des bâtons lancés pour essayer de dissuader le chimpanzé. Leurs efforts l'ont finalement fait renoncer à l'attaque et revenir vers la troupe, mais les blessures que Rachel a subies étaient graves et elle était incapable de parler ou de répondre lorsque ses collègues l'ont atteinte. Le personnel de terrain a lancé la procédure d'urgence du poste, appelant par radio pour une assistance à l'évacuation. En raison de l'éloignement de la région, la réponse a nécessité la coordination d'un ramassage en bateau depuis le rivage du lac, suivi d'un transport aérien depuis une station plus grande plus au nord. Le processus a pris du temps et Rachel est décédée des suites d'une perte de sang et de blessures avant de pouvoir être transportée. Un examen interne mené par le programme de recherche a par la suite conclu que Rachel avait travaillé trop près de la troupe pendant une période d'instabilité connue et que les pénuries de personnel avaient contribué à des manquements aux pratiques de sécurité standards. Le rapport recommande une application plus stricte des minimums de 2 chercheurs pour toutes les observations, des directives de distance révisées pour les groupes de chimpanzés partiellement habitués et des protocoles plus clairs concernant les périodes de tension sociale au sein des troupes. L'incident a souligné les risques de mener des recherches sur les primates dans des environnements éloignés et l'importance de maintenir des mesures de sécurité même lorsque la familiarité avec les animaux augmente au fil du temps. L'avant-poste a mis en œuvre les changements recommandés dans les mois qui ont suivi, en soulignant qu'aucun objectif de collecte de données ne justifiait de compromettre la sécurité à proximité de la faune potentiellement dangereuse. Merci de regarder, profitez de cette vidéo, cliquez plus.